Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. À Go, pensez Autogo. Voyons, comment ça s'écrit, ça? Hein? Ben oui. Ginette! Quoi? C'est encore un nouveau nom qui s'écrit tout croche. Pour votre prochain véhicule d'occasion, pensez à otogo.ca. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors Mathieu, tu as écrit un blog très intéressant aujourd'hui, le nombre, où tu parles justement du poids démographique des Canadiens français qui ne cesse de fondre comme neige au soleil au Canada. Et tu cites cet extrait de une de tes séries préférées, tu en parles souvent, Duplessis, avec Jean Lapointe dans le rôle principal, une série qui a été écrite par Denis Arcand. Et à un moment donné, Duplessis parle à Adélard Godbout et lui dit, et là je cite, c'est pourtant pas compliqué. Quand on a signé la Confédération, on était la moitié de la population du Canada. Là, on n'est même pas le tiers, puis bientôt, on va être en bas du quart. Mais quand tu représentes même pas le quart d'une fédération, mon chum, t'as pas grand-chose à dire. C'est vrai, tout est là. Ah ben oui, moi je trouve que c'est une phrase d'une lucidité incroyable. C'est-à-dire la phrase, la formule le nombre et le nombre, elle nous vient de Michel Brunet. Apparemment, l'aurait-il emprunté à Arnold Toynbee, mais ce qui est certain, c'est que Brunet l'utilisait beaucoup. Brunet est une des trois grandes figures de l'école de Montréal, donc les historiens qui ont véritablement refondé le nationalisme intellectuellement au Québec dans les années 50, début 60. Et il nous disait, c'est Michel Brunet et Maurice Séguin disaient ça, le nombre, c'est-à-dire que la démographie est le facteur lourd dans l'histoire. Oui. Et quand dans un ensemble politique, un groupe national pèse de moins en moins, il est condamné à une forme de vie de plus en plus folklorique, il est condamné à l'impuissance, il est condamné au rabougrissement ethnique, ce que disait, soit dit en passant, très justement Guy Rocher il y a quelques jours dans un entretien. Et moi, ça me frappe dans la société québécoise contemporaine, cette incapacité à penser la question du nombre. On le voit à la grandeur du Canada, on ne semble pas comprendre que si on remplace symboliquement les deux peuples fondateurs par la question des premiers peuples, comme on dit aujourd'hui, c'est pas seulement à cause d'une question de morale, c'est que mais finalement le poids des Québécois est rendu tellement en baisse que dans l'économie globale au Canada, plusieurs communautés disent mais pourquoi ils auraient une espèce de statut symbolique particulier. Ensuite, au Québec même, et ça c'est la partie qu'on oublie aujourd'hui, le poids des Québécois francophones est en régression. On pensait auparavant que il y avait le West Island, puis le reste, en gros, du Québec, c'était le Québec francophone. Eh bien non, maintenant, l'ensemble de la région de Montréal, politiquement, c'est-à-dire Montréal, sauf quelques comtés, Laval, et demain, la Rive-Sud, et après-demain, la Rive-Nord, vont voter comme le West Island peu à peu. Et là, donc ça, c'est la démographie qui commande. Alors, quand je vois des leaders nationalistes dire sans dire le mot identité, c'est bien dire identité, de dire langue française, et de dire tout ça sans dire immigration. C'est-à-dire la question centrale pour notre avenir comme peuple, c'est est-ce qu'on est capable de recevoir autant de gens qu'on reçoit en ce moment? La réponse est non. Eh bien, cette espèce de capacité à parler de tout sauf de la tendance lourde, du nombre, ça témoigne d'un nationalisme déréalisé. Et il faut pas se surprendre ensuite que les Québécois, peu à peu, perdent contact avec leur propre réalité parce que leurs élites ne nomment pas la réalité de fond qui, aujourd'hui, compromet leur existence. Écoute, on pourrait dire que les Canadiens français ou les Québécois, là, sont victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi, on s'est embourgeoisé, on est sorti de la misère et on sait que quand tu atteins un certain niveau d'aisance, tu as moins d'enfants. Hein? Les pauvres, leur richesse, c'est Jean-Luc Mongrain qui disait ça. Quand t'es pauvre, ta richesse, c'est tes enfants. C'est la seule chose que t'as. T'as pas d'argent en banque, t'as rien. C'est tes enfants. T'as tendance à en avoir beaucoup. Et quand tu commences à monter dans l'échelle sociale, ben t'as 2 enfants, des fois t'as 1 enfant. Ben ça fait que là, ça a une incidence politique, ça.
Oui, mais toutes les questions de proportion ensuite. C'est-à-dire que moi, je suis pas sur le mode où je dirais aux gens, faites des enfants, et ainsi de suite. Je pense que là, on n'est pas dans une société où cette espèce de commandement serait recevable, et d'ailleurs, il ne le serait pas en lui-même. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut recevoir des immigrants en fonction de la capacité d'intégration. Or, aujourd'hui, de manière un peu artificielle, on se dit, on va renouveler la population par l'immigration essentiellement. Mais on se rend pas compte que, vu la dynamique de l'intégration à Montréal et à Laval, ceux qui arrivent, ils se canadianisent culturellement bien davantage qu'ils ne se québécisent culturellement. C'est triste, mais une nation, c'est pas une abstraction géographique ou administrative. Une nation, c'est un peuple, c'est des mœurs, c'est une culture, c'est une langue. Or, on n'est pas capable d'intégrer des nouveaux arrivants à Montréal et à Laval. Alors là, la question que bien les souverainistes se posent, bien les nationalistes, c'est qu'ils disent « mais c'est parce qu'on n'est pas assez ouvert, c'est parce qu'on n'est pas assez généreux. Si on tendait la main comme Gérald Godin, ils voudraient tous soudainement nous embrasser puis danser avec nous à cette carré. » Mais non, c'est pas qu'on n'est pas assez ouvert, c'est qu'on n'est pas assez fort. Ça, encore une fois, les souverainistes qui vivent de manière un peu désincarnée, les nationalistes de manière désincarnée, notre problème, c'est pas qu'on n'est pas assez généreux. C'est-à-dire, on aurait beau être les plus généreux du monde, l'essentiel, c'est d'être le plus fort, qui a un avantage à s'intégrer au groupe national francophone plutôt qu'aux anglophones. Et ça implique quoi? Ça implique qu'on a une maîtrise des grands paramètres de socialisation, politique, économique, socio et culturelle. Et nous ne les maîtrisons plus. Donc là, on arrive non seulement avec l'idée qu'ils ne s'intègrent pas à nous parce qu'on n'est pas assez gentil, mais c'est donc l'occasion de verser dans une espèce d'autocritique morbide où on se dit c'est parce qu'on est vraiment racistes qu'ils veulent pas de nous. C'est comme s'ils nous rejetaient parce qu'on n'était pas digne d'être aimés. Et là, ce discours-là, il est très présent dans la gauche souverainiste et ainsi de suite. De l'autre côté du spectre, de l'autre côté du spectre, qu'est-ce qu'on a? On a François Legault, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui répète sans arrêt, là, on l'a vu à son congrès des jeunes caquistes, il dit il faut un premier ministre qui ose défendre nos pouvoirs, notre culture, notre langue, nos valeurs. Ben oui, mais ce sera encore plus simple de sortir d'un cadre, c'est-à-dire le régime canadien, qui nous condamne à toujours être obligés de nous défendre d'une manière ou de l'autre. Dans le cadre canadien, on est obligé de se défendre tout le temps. Et pour reprendre la formule de Duplessis, parce qu'on en a parlé ces derniers jours, quand tu pèses moins du corps d'une fédération, mon chum, tu décides pas grand-chose. Et ça, donc, d'un côté, on a la gauche, soit souverainiste ou fédéraliste, qui dit si les immigrants ne s'intègrent pas, c'est parce qu'on n'est pas assez beau, on n'est pas assez gentil, on n'est pas assez généreux. Puis de l'autre, François Legault qui dit il faut qu'on défende nos pouvoirs, notre langue, notre culture, mais qui semble indifférent au fait que la pente lourde de la démographie, condamne les Québécois à l'effacement dans l'ensemble fédéral, et deux, les francophones à une forme de régression démographique et politique inévitable à l'intérieur du Québec tant qu'on est dans l'ensemble canadien. Donc, devant tout cela, je me dis, il y a une forme de défi de la réalité qu'il nous faut relever. Ça implique d'abord de la nommer. Ça implique d'abord de nommer, pour reprendre cette formule essentielle de Brunet, le nombre et le nombre. Tant qu'on ne parle pas de ça, on ne parle de rien. Et je pense que les nationalistes québécois ont un devoir de lucidité dans les circonstances présentes. Et Mathieu, j'aimerais t'entendre là-dessus sur ma réflexion. Je crois que cette élection fédérale est probablement l'une des dernières où où nos chefs vont autant courtiser le Québec. On l'a vu, là. Ils nous ont beaucoup courtisé, là. Ils sont venus nous voir, nous ont promis mer et monde, que ce soit Erin O'Toole ou alors Jack Mincing. Je pense que c'est peut-être une des dernières où le Québec va jouer un rôle si important. Qu'est-ce que t'en penses? T'as absolument raison. C'est, d'une certaine manière, c'est le dernier signe, c'est le dernier adieu. Donc, pour moi, ce qui m'apparaît très clair en ce moment, c'est que le nationalisme québécois connaît pour plusieurs une forme de réaction, de renaissance. Il est possible que ce soit le dernier spasme. C'est-à-dire que là, on pèse juste encore assez pour qu'on soit obligé de nous faire des yeux doux. Mais au même moment, la tendance lourde, on y revient du Canada, fait en sorte que nous ne serons plus le terrain de bataille principal. Que le Québec peut, on l'a vu déjà en 2005, si je me trompe pas, et en 2011 ensuite, le Québec peut participer très peu à la majorité gouvernementale et on s'en fiche, il y a un gouvernement qui est parfaitement capable de se faire élire sans le Québec, sans les francophones. Puis ça va s'accentuer. Le Parti libéral en ce moment au Québec, là, il est deuxième chez les francophones. Il n'est pas aussi, je parle du Parti libéral du Canada. Mais il se maintient grâce justement à ces nouveaux appuis démographiques à Montréal, à Laval et ainsi de suite. Bon. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est la dernière, une des dernières à tout le moins. Si on a une prochaine élection d'un an et demi parce que c'est minoritaire, on en reparlera, là. Mais c'est une des dernières élections qui se situe dans les résidus
d'un Canada où le Québec a encore quelque chose à dire et veut dire quelque chose de particulier. Ça va basculer très rapidement. Quand ce mouvement-là s'accélère, il est plus possible de le rattraper. Et avant, on disait, on peut être maître chez nous, on veut être maître chez nous. Est-ce que, selon toi, ça va être de plus en plus difficile dans le cadre de la Confédération fédérale d'être maître chez nous, dans le Canada? C'est structurellement impossible. C'est-à-dire que le Québec a profité d'une transformation du Canada dans les années 60, où le Canada croyait qu'il y avait quelque chose qui nous devait, où les Québécois étaient très affirmatifs, où le Canada se questionnait lui-même. Il y a eu une chose de fenêtre d'opportunité historique où on était capable de faire des progrès. Mais on a vu très vite les limites de ces progrès-là. René Lévesque devient souverainiste au milieu des années 60. Pourquoi? Parce qu'il dit les progrès qu'on veut faire dans le Canada ne sont plus possibles, la structure nous étouffe. Bon. Je pense qu'à chaque génération, il y a toujours un moment donné où on se rend compte. Là, maintenant, c'est sur la question de la laïcité et de l'identité. On voulait faire des progrès dans le Canada, on se rend compte que c'est pas possible. Là, ensuite, si on veut quelque chose à Ottawa, on se rend compte qu'on est obligé de supplier. Puis on verra bien si grand-papa bleu ou grand-papa rouge veulent nous donner ou non tel montant, tel pouvoir, tel moyen, mais on est toujours en train de quémander. Donc non, le Québec en ce moment, dans le Canada, est condamné en fait à gérer une forme une régression nationale, son rabougrissement ethnique, comme j'aime dire, c'est-à-dire on se définira de moins en moins comme nation, puis de plus en plus comme un groupe folklorique appelé à disparaître peu à peu. Donc non, évidemment, pour moi, le destin québécois dans le Canada est un destin d'effacement, et là, ça va aller en s'accélérant, ça m'apparaît évident. L'illusion d'un nationalisme fort en ce moment, ça annonce en fait son effacement très bientôt. Et c'est même le statut de la langue française comme une des deux langues officielles du Canada qui est menacée, parce que là, de plus en plus de gens vont dire, écoute, là, dans notre ville, à nous, il y a beaucoup plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent le français. Alors pourquoi on garderait en vie ce mythe-là d'une langue française très importante, d'un océan à l'autre, alors que c'est faux? Ça va être les effets linguistiques du multiculturalisme. Le multiculturalisme va remplacer le bilinguisme canadien. Et là, le français va redevenir ce que ça a été jusqu'à la parenthèse de la Révolution tranquille. C'est la langue de cette réserve nommée Québec. Donc là, où le français, on va parler et français et anglais, c'est-à-dire que les francophones vont se parler entre eux en français et le reste du Québec, appelé à croître, va se parler en anglais, puis va parler anglais. Donc, le Québec va être une province bilingue dans un Canada unilingue qui, par ailleurs, va décider de multiplier les ouvertures aux différentes formes de clientélisme ethno-religieux, ethno-culturel, ethno-linguistique pour se recomposer sous le signe de la diversité. Tout ça est inscrit dans la démographie. Le nombre et le nombre. Nous revenons à ce que nous étions avant l'affirmation nationale des années 60 et ce qui a suivi. Rien de tout cela n'est surprenant. Un peuple n'échoue pas son indépendance sans en payer le prix et nous en ressentons les effets de plus en plus aujourd'hui. C'est très pessimiste ce que tu dis, parce que ça va pas en s'améliorant, là. C'est pessimiste sans être désespéré. Parce que je crois, et ça je le dis à qui veut l'entendre et même aux autres, que on est dans le dernier spasme. Mais le dernier spasme peut être aussi l'occasion d'une espèce de dernier réveil. Et je pense que la confrontation en 3 temps, autour de la loi 21 avec Ottawa, autour d'un sentiment d'effondrement linguistique et démographique qui vient au Québec, et la prise de conscience qui peut durer, si on n'est pas trop malchanceux, du fait que le Canada anglais, fondamentalement pour lui, notre désir d'affirmation nationale n'est rien d'autre que du suprémacisme ethnique, tout ça mis ensemble crée les conditions d'un Me Too 2 dans les 10 prochaines années. Si on ne s'en empare pas, si on ne fait pas de ce Me Too 2 l'occasion du grand redressement nécessaire, eh bien, nous serons simplement les témoins de notre vivant, de la fin d'un peuple qui était aussi le nôtre. En terminant, Mathieu, tu es en train de devenir de plus en plus parisien. Je t'ai lu et tu as dit que tu as vécu un week-end de ouf. Bientôt, tu vas nous parler, tu vas dire du coup. Bientôt, là. Non, mais là, je fais des synthèses dans mon appartement. Je m'amuse quelquefois à dire du coup, tabarnak. Et non, j'étais au pressing, comme on dit, pas chez le nettoyeur. Et là, il fallait que j'explique que j'avais besoin de mes chemises dès le lendemain parce que j'avais une semaine de fou. Puis là, elle me regarde, je dis une semaine de ouf. Ah! Donc, probablement que j'ai mal prononcé la première fois et la deuxième, ça allait. Mais accessoirement, j'ai pu avoir mes chemises. Donc, l'argument, la semaine de ouf a été utilisé. Je saurais faire usage. Ensuite, il faut faire des petites synthèses. Comme j'ai dit, du coup, baptême, ça va pas bien, ce qui boire. Bon, mais on n'est pas encore rendu là. Du coup, on se reparle demain. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Au plaisir, mon pote. Salut. Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise.
Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. À Go, pensez Autogo. J'ai juste des E. C'est toi? Ha! O-T-O-G-O. Mot compte triple, 18 points. Mais là, Mathieu, c'est même pas un vrai mot. Pour votre prochain véhicule d'occasion, pensez à autogo.ca. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, c'était une soirée de ouf hier et du coup, nous allons en parler avec Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Salut. Écoute, je veux t'entendre sur le Bloc. J'imagine que tu fais partie des gens qui croyaient que le Bloc aurait beaucoup plus performé que ça suite au coup de pied dans le cul qu'on a reçu. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une double interprétation possible. C'est-à-dire, la première, c'est que le Bloc a mené un assez mauvais début de campagne, il n'y a pas de doute par rapport à ça, et que le choc avec le Canada anglais était, de ce point de vue, a réveillé une partie de son électorat, et il a donc évité une situation où il se serait retrouvé avec 25-26 députés. Puis il a maintenu finalement ses acquis à cause du choc devant le Canada anglais. L'autre interprétation possible, c'est que le Bloc, finalement, la colère qu'il y a eu au moment du débat s'est dissipée au fil des jours, et que si l'élection avait eu lieu 3 ou 4 jours après le débat, ben, probablement que le Bloc aurait fait un score tout à fait convaincant. Là, il s'est contenté de faire un score honorable. Ce qui est certain, cela dit, c'est que c'est particulier, c'est ni un triomphe, ni une humiliation, ni une victoire, ni une défaite. C'est un Bloc qui finalement réussit à se maintenir, qui n'est pas mort, qui incarne un courant politique de fond au Québec et qui va devoir réfléchir, je crois, à sa manière de faire la promotion du nationalisme. Est-ce que la politique de se coller tout azimut sur François Legault était la bonne manière de fonctionner? Est-ce que la censure sur l'idée d'indépendance, c'était vraiment la chose à faire? Est-ce que le Bloc, en laissant de côté la question identitaire en début de campagne, n'a pas tiré dans son propre but? Est-ce qu'il n'a pas finalement décidé de ne pas miser sur ce qui peut le faire gagner? Donc, c'est une élection qui, sans être catastrophique et décevante, sans être humiliante, est un peu triste pour les bloquistes. Moi, je trouve ça très, très décevant, là, je t'avoue, là, parce que quand même, la fameuse question là, du débat anglais, c'était pas un professeur de l'Université d'Ottawa qui disait une connerie, ou c'était dans un débat national, et ça montrait, là, c'est une question qui avait été approuvée par un comité de journalistes, bon, etc. Ça montrait vraiment à quel point l'intelligentsia canadienne-anglaise nous méprisait. Tu ne pouvais pas avoir une plus grosse claque d'en face. Et malgré tout ce que ça a fait, c'est qu'ils ont maintenu leurs acquis. Écoute. Là. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que nous, on l'a vu comme tel. Mais il ne faut pas oublier à quel point une partie importante du commentariat québécois a été occupée dès que c'est arrivé à relativiser, neutraliser, dissoudre le sens des événements en expliquant que c'était pas essentiel, c'était anecdotique, c'est une dérive, mais c'est pas révélateur de quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est une question assez importante pour les Québécois, je crois, c'est que dans l'espace public, la capacité d'interpréter les événements en demeurant, je dirais, fidèles à leur dimension nationale, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. C'est bête à dire. Donc, une partie de la radio-télévision fédérale, par exemple, a traité ça comme un événement relativement mineur, a été obligé d'en parler, mais en parler de manière un peu embêtée. Ensuite, j'ai l'impression que les Québécois là-dessus s'étaient pas préparés mentalement à une élection où la question nationale serait importante. Elle est revenue par le débat en anglais, mais les Québécois ont perdu, je crois, quelquefois leur réflexe nationaliste, à tout le moins quand il y a le temps de voter à Ottawa. Ils ont repris l'habitude de considérer que
à Ottawa, finalement, le nationalisme québécois n'est pas le facteur principal. Donc, il y a toute une série de facteurs qui, me semble-t-il, pèsent là-dedans. Je trouve ça décevant, cela dit, on s'entend. Le fait est que les Québécois auraient dû avoir une réaction beaucoup plus vive. Ils auraient dû réagir plus fortement. Mais de l'autre côté, il faut bien le dire, le Bloc a déjà servi de paratonnerre. Hein, il l'a fait en 93. Il l'a fait après le scandale des commandites. Il y a quelque chose de triste aussi dans le fait qu'on vote pour le Bloc et on se décharge ensuite de la responsabilité de réagir plus durablement, plus en profondeur. Cela dit, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est une forme d'examen nécessaire pour les nationalistes québécois de leur incapacité à finalement être sur le mode reconquête. Donc, ils gardent leur position, ils ne sont pas capables de reconquérir, ils vont devoir se poser 2 ou 3 questions. Écoute, on dit là, partout dans les journaux aujourd'hui que la marque Justin Trudeau a perdu de son glamour. Comment c'est en France? Parce qu'on a commenté, bien sûr, le résultat des élections hier. Est-ce qu'il a perdu de sa patine? Justin. Oui, en fait, il a perdu. Pendant la campagne, quand on parlait de ce qui se passait au Canada, c'était Trudeau a perdu de son aura, Trudeau a perdu de son charme. Ce n'est plus le sex symbole glamour des dernières années. Il pourrait perdre et ainsi de suite. Bon, il a gagné, mais je pense que ce n'est plus le premier ministre incandescent, comment je pourrais dire, la rockstar de la politique occidentale. Mais bon, il s'est maintenu. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer que le Canada n'est pas au cœur des préoccupations françaises. C'est-à-dire, ils aiment le Canada. Il y a un double rapport à Trudeau. Il y a ceux qui voyaient dans Trudeau donc la modernité absolue et ceux qui le voyaient comme une espèce de repoussoir absolu. Mais en dernière instance, le Canada n'est pas la préoccupation principale des Français et l'élection canadienne a pris assez peu de place, finalement, dans les médias français. Écoute, l'environnement, on en parle beaucoup, les jeunes en parlent beaucoup, c'est très important. On a vu hier le score du Parti vert était minable. Donc, ça n'a pas l'air si important que ça, parce que si c'est si important que ça, l'environnement, tu votes Parti vert. Non, je pense que c'est parce que les gens savent que l'environnement est important qu'ils votent pas Parti vert. C'est-à-dire que c'est l'incarnation caricaturale de l'extrême gauche intersectionnelle. Annemie Paul, comme j'aime dire, est tellement une idée élevée d'elle-même qu'elle va finir par avoir le vertige. Madame, le fond de programme des Verts, c'est leur côté pastèque, là, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est un parti qui est d'abord passionné par les questions de multiculturalisme, d'identité, de racisé, de ci, de ça, de racisme systémique. La question environnementale, je dirais, est beaucoup trop importante aujourd'hui pour être confisquée par les écolos, par les mouvements écologistes. On le voit en France aussi. Et de ce point de vue, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les partis de gouvernement prennent vraiment au sérieux la question écologique, parce que d'autant plus que les écolos elles-mêmes la servent si mal. Écoute, je veux pas faire de règlement de compte, mais j'ai lu un texte dans la presse sur toi, te concernant. J'ai trouvé ce texte-là tellement odieux, tellement épouvantable. C'est quelqu'un qui visiblement ne te connaît pas, ne te lit pas, ne t'écoute pas. On a essayé de te faire passer, c'est Raymond Likouris, de te faire passer pour quelqu'un de malodorant, de sulfureux, de raciste, d'extrême droite. Tu disais, t'as minute, juste parce que ce gars-là dit, il faut accepter les immigrants à la mesure de notre capacité d'accueil. C'est tout ce que tu dis. On dirait que dès qu'on parle un peu d'immigration, chez certains bien-pensants, on tombe tout de suite dans la case extrême droite. Oui, mais je t'avouerai, j'ai pas l'énergie de m'indigner pour ça parce que ça présupposerait que j'accorde quelque intérêt au texte de Raymond Likouris, que je lui prête une capacité conceptuelle ou intellectuelle intéressante. Or, bon, Madame Likouris est probablement une bonne personne dans l'intime, je n'en doute pas, mais intellectuellement, elle n'est pas stimulante. C'est l'incarnation caricaturale de l'idéologie victimaire dans la presse québécoise. Comme je dis, j'ai rien personnellement contre elle, mais l'idée de la lire autrement que pour m'amuser des caricatures de ce qu'elle représente ne me traverserait pas l'esprit. Lorsque je la lis, c'est pour savoir où se trouve l'état de la caricature du camp d'en face. Bon, une fois que c'est dit, c'est un texte de Raymond Likouris, ça changera pas le cours de l'histoire. En terminant, je reviens encore sur les élections pour un truc là. On sait que le Parti conservateur a tendu la main au Québec, vraiment beaucoup courtisé les Québécois. Ça ne les a pas servis. Est-ce que tu penses qu'on va dire maintenant, ça donne strictement rien là, de frapper à leur porte? On est arrivé avec plein de cadeaux. Ils nous ont claqué la porte en pleine face. C'est terminé. On arrête d'écrouser. Non, je pense que le Parti conservateur, dans
la stratégie politique des conservateurs, s'ils veulent vraiment, puis eux, c'est un parti qui doit se poser des questions sur la suite des choses. C'est un parti qui est complètement idéologiquement neutralisé par le Canada, par le Parti libéral du Canada, qui n'a pas son propre imaginaire politique. Donc, le Parti conservateur du Canada, globalement, c'est quoi? C'est la base réformiste d'un côté, qui est à la fois populiste, conservatrice, puis avec une dimension conservatrice sociale. C'est les conservateurs Tory de l'Ontario. Et aussi un peu dans les maritimes, c'est des nationalistes québécois. Plus la droite québécoise, droite, là, mais sinon, c'est des nationalistes québécois. Ils ont besoin de se reconstruire une coalition. Donc, pour l'instant, ça va faire partie de leur plan, mais tant que le Bloc québécois est là, puis je pense qu'il est là pour rester au moins en partie, c'est que le Bloc québécois canalise naturellement le nationalisme québécois. Donc, il y a une place plus réduite pour des conservateurs, et c'est un peu inévitable dans les circonstances. Mais une fois que c'est dit, on n'achète pas les Québécois avec des cadeaux. Sur le fond des choses, je trouve normal qu'on ne se laisse pas acheter avec des cadeaux, même si le cadeau est bleu. En dernière instance, il est normal de voter pour nos intérêts nationaux. Merci. En tout cas, on va être pogné encore quelques longues années avec Justin Trudeau, je crois. Oui, hélas. Bye, merci. Bye. Merci beaucoup. À demain, Mathieu. Bye. Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Marjorie est notaire chez Duproprio. Pour prouver qu'elle dit vrai, nous lui avons fait passer un détecteur de mensonges. Prête, Marjorie? Certainement. Est-ce que c'est vrai que vous parlez à beaucoup de clients dans une journée? Oh oui, environ une 40aine par jour. C'est compliqué parler à un notaire de Duproprio? Ben non, vous pouvez appeler en direct, prendre un rendez-vous, ce que vous préférez. Est-ce que ça vous arrive de rassurer des clients inquiets? Ça arrive. Vendre une maison, ça peut être stressant, et je suis là pour les rassurer. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver à Duproprio? Jamais. Duproprio, vous serez vendu. Et entre bonnes mains. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, c'est assez drôle de voir François Legault qui tient à tout prix à spécifier qu'il est de gauche. Moi, je suis de centre-gauche, comme si être de centre-droite était épouvantable, était quelque chose d'inadmissible. Puis là, il faut qu'il remette les montres à l'heure. Non, j'ai appuyé les conservateurs, mais je vous le dis, je suis de gauche. C'est un peu drôle. Il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, il y a le fait que les Québécois savent pas exactement quoi faire du clivage gauche-droite, et on sait globalement que gauche veut dire gentil, et droite veut dire mauvais. Bon. Deuxièmement, il y a aussi le fait que Legault nous dit qu'il est de la gauche efficace, de mémoire. Oui. C'était, soit dit en passant, son positionnement au temps du Parti québécois. Quand il était au Parti québécois, il se cherchait un créneau idéologique. Il était incertain quant au positionnement qu'il devait prendre. Et, on s'en souvient, il avait donc dit qu'il était de gauche efficace. C'était sa manière de dire « j'ai un cœur, mais je sais calculer, je sais compter ». Il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est que François Legault, qui est un homme intelligent, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui se renseigne, on comprend que la notion de droite dans la politique québécoise a une double signification. Soit c'est la droite économique, donc le discours style Institut économique de Montréal, qui pour de bonnes ou de mauvaises raisons a mauvaise presse globalement. Et ensuite, il y a le côté droite morale, surtout quand on pense aux conservateurs. Donc, la droite, chez nous, ce n'est pas, par ailleurs, c'est pas des histoires, c'est pas la tradition gaulliste, c'est pas le nationalisme au sens où, encore là, ça pourrait, mais on l'a pas pensé comme tel. Le nationalisme se situe à l'extérieur du clivage gauche-droite. Donc, on voit à quel point, le clivage gauche-droite est paralysant intellectuellement parce qu'il se construit à l'avantage exclusif de la gauche. Ensuite, on voit que s'il faut s'y situer, le premier ministre décide de chercher à envoyer des signaux pour neutraliser le tout, quitte à passer pour un peu ridicule, je le dis avec tristesse, parce que quand on en a appelé à voter pour des conservateurs, disons qu'on n'est pas
globalement de gauche. Ça veut pas dire qu'on est de droite, ça veut dire qu'on n'est pas de gauche, disons ça comme ça. Mais j'ai l'impression que le premier ministre ne parvient pas à s'extraire de ce point de vue de ses premières années de socialisation politique et aussi du langage politique dominant au Québec. Son premier réflexe, me semble-t-il, aurait dû être de s'extraire du clivage gauche-droite, de dire qu'on pense pas dans ces termes-là au Québec. Au Québec, on n'est pas de gauche ou de droite, on se rassemble, on est un peuple uni, on se perd pas dans des étiquettes idéologiques. Bon, il aurait pu. Mais c'est comme si finalement de vieux, son ancienne socialisation politique dit j'avais pris le dessus sur la lecture des temps présents. Mais aussi, il y a autre chose là-dedans aussi, c'est que tu sais quand on dit, c'est comme si l'élite québécoise reconnaissait qu'il y avait plusieurs gauches. Il y a la gauche radicale, il y a la gauche woke, il y a le centre-gauche, tout ça. Mais la droite est dans un même sac. La droite, elle est toute méchante. Si on reconnaît pas qu'il y a plusieurs droites comme il y a plusieurs gauches. Oui, mais ça, moi, je t'avouerais que là-dessus, t'as tout à fait raison, mais je t'avouerais que le vrai, à mon avis, le vrai problème, c'est ce foutu clivage, ce dernier clivage paralysant. Et je m'explique. Le clivage gauche-droite se fait toujours à l'avantage de la gauche. C'est la gauche qui décide, premièrement, qui est à droite, qui elle ne veut plus dans ses rangs. Sur plusieurs questions qui sont les tiennes, qui sont tes positions politiques. Globalement, si on te dit de l'époque du voir à aujourd'hui, sur certaines questions, il y a des continuités, sur d'autres, ça a évolué. Bon. Mais t'as moins changé qu'une partie de la gauche a changé et a décidé de t'expulser à droite parce qu'elle ne te voulait plus dans ses rangs. C'est le cas aussi, on pourrait faire une longue liste là-dessus. Pensons à Alain Finkielkraut en France. Finkielkraut, sur le fond des choses, ses positions demeurent globalement les mêmes. Il les a approfondies, il y a des inflexions, mais sa philosophie demeure la même. Mais il a été repoussé à droite parce que la gauche change sans cesse son identité, elle évolue dans la définition de son identité, et si on ne suit pas le rythme, on est expulsé à droite. Donc, en dernière instance, ce que c'est la droite et ceux dont la gauche ne veut pas. Voilà pourquoi, oui, il y a plusieurs droites. En fait, il y a des différentes catégories de gens dont la gauche ne veut pas. Il y a les nationalistes, il y a les conservateurs, il y a les libéraux, il y a les libertariens, il y a les traditionnalistes, il y a les catholiques, il y a les athées qui se défient vraiment de la religion qui veulent une laïcité maximale. C'est beaucoup de monde qui n'ont pas tant de choses en commun, sinon que d'être pas de gauche. Donc, moi, en ces matières-là, j'aurais compris que le premier ministre dise fichez-moi la paix avec ces espèces de catégories désuètes, mais puisqu'il décide de s'y rallier, il se rend pas compte qu'il décide seulement de s'offrir de s'emprisonner dans les catégories de l'adversaire qui vont lui dire ensuite t'es pas assez de gauche, t'es pas de la vraie bonne gauche, c'est pas comme ça qu'on est de gauche, et ainsi de suite. C'est un vocabulaire dont on devrait s'affranchir à tout le moins au Québec. En France, c'est tellement profondément inscrit dans l'histoire du pays que c'est difficile, mais chez nous, on devrait en être capable. T'as tout à fait raison. Tout à fait raison. Une autre insulte, si être de droite est une insulte, être duplessiste, c'est une insulte aussi. Est-ce que c'est vrai que c'est si mauvais que ça, être associé à Duplessis? C'est particulier, parce qu'il y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis historique, c'est-à-dire celui qui existait pour vrai, qui se faisait élire en 36-39, ensuite 44 à 59 sans interruption, qui a été le défenseur de l'autonomie provinciale, au moment où Ottawa, après la guerre, voulait centraliser comme jamais les pouvoirs à Ottawa. C'est celui qui luttait contre l'assimilation, qui a cherché à construire le Québec comme État national avec l'impôt provincial, avec le drapeau du Québec, et ainsi de suite. Donc, c'est un héritage contrasté. On peut dire que la part sociale du duplessisme est certainement critiquable, hautement critiquable. Mais il y a un aspect positif, c'est cette idée qu'il a défendu la nation, puis il y a une continuité de ce point de vue entre l'avant et l'après-révolution tranquille, c'est le fait de construire le Québec comme l'État national des Canadiens français. Bon. Mais les Québécois, de ce point de vue, ont une mémoire tordue. C'est-à-dire, ils n'ont retenu de Duplessis que le procès du duplessisme, instruit par ceux qui le combattaient, puis qui l'ont combattu dans les années 50, puis qui ont pris le pouvoir dans les années 60. Ils ont perdu le sens de la nuance. Ils ont oublié que c'est un héritage contrasté, que si personne aujourd'hui aurait l'idée de se dire duplessiste, on n'est pas duplessiste, est-ce qu'il est possible de voir cet héritage-là de manière plus subtile, sans s'enfermer dans les catégories toxiques du Québec, de ceux qui ont mené la bataille contre lui et qui ont voulu l'enfermer dans une caricature?
Ça, c'est plus compliqué, manifestement. Et moi, je pense qu'on devrait être capable de réviser cet héritage. Le très beau livre de Pierre Berthelot, Duplessis est encore vivant, pourrait être lu. Le livre de Martin Lemay, je perds le titre, mais je pense que je vote Duplessis, à la défense de Maurice Duplessis. On pourrait penser au texte de François-Albert Béranger, paru à la fin des années 90, où il expliquait dans un collectif sur Duplessis comment, dans les années 50, c'est Duplessis qui va défendre vraiment l'autonomie provinciale, donc l'autonomie du Québec. On peut ensuite dire tout le mal qu'on veut de son conservatisme social, de sa vision très limitée du développement économique. J'ai aucun souci à ce qu'on le critique, mais quand on décide de fabriquer un diable, comme le fait Gabriel Nadeau-Dubois, c'est rien d'autre qu'une technique de diabolisation un peu limitée et finalement assez intellectuellement peu stimulante. Et Mathieu, je vais faire un lien, un pont entre le Québec et la France. On reproche beaucoup à François Legault de se comporter comme Louis XIV et de dire l'État c'est moi. De dire lorsque je parle au nom du Québec, on lui reproche ça, mais n'est-ce pas normal que quand tu es premier ministre élu démocratiquement, qu'effectivement, quand tu parles au nom du Québec? Mais évidemment, j'étais en débat récemment dans une de nos émissions avec quelqu'un qui disait oh là là, une libérale, qui oh là là, François Legault défend les valeurs du Québec, il y a pas, que de quel droit? Et Justin Trudeau lui défend pas les valeurs du Canada, là, un instant, là. Le fait est que le premier ministre d'un pays défend par définition quelque chose qui dépasse son simple clan, qui a une définition large de l'identité, une définition large de la culture, du pays. Bon. Et là, mais là, on va nous dire, mais il défend pas les valeurs de tous les Québécois. Non, mais d'accord, là. On a quand même 70% des Québécois qui sont pour la laïcité, par exemple. Puis c'est quand même la fonction du premier ministre que d'incarner l'État, d'incarner la continuité historique de son pays, d'aller au-delà, comme je dis, des définitions très étroites et partisanes. Donc, ceux qui reprochent à François Legault de défendre le Québec, ses valeurs, son identité, ont tout simplement, c'est un mauvais procès. Puis, au même moment, ces gens-là sont énamourés quand ils pensent à Saint-Justin. Franchement, là-dessus, on aurait envie de dire, pouce mais pouce égal. Et oui. Écoute, en terminant, des fois, je suis découragé sur l'avenir du Québec et j'écris à Joseph Facal pour qu'il me pompe un peu, ou je t'écris à toi pour que tu me repompes. Il faisait très beau ce week-end. Je me suis promené dans le cimetière Côte-des-Neiges. J'aime ça me promener dans les cimetières. Moi, je trouve ça tranquille et tout ça. Je suis tombé devant le monument funéraire de Maurice Richard et c'est écrit en gros, il ne faut pas abandonner. Alors, ça m'a inspiré, tiens. Avec raison. Je veux dire, à chaque génération, sa responsabilité. J'aurais souhaité de la génération qui porte la bataille finale jusqu'au triomphe de l'indépendance. Il n'est pas interdit de penser qu'à l'échelle de l'histoire, notre responsabilité soit aussi grande, c'est celle de ne pas abandonner quand tout semble difficile, de ne pas céder quand les vents sont contre nous. C'est moins excitant. On aimerait ça avoir notre nom sur la coupe puis planter le drapeau final. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas céder et puis nous allons finir par gagner, tout simplement parce que 400 ans d'histoire vont pas se terminer sur un non-lieu. Là-dessus, merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Diane est coach en immobilier chez Duproprio. Pour prouver qu'elle dit vrai, nous lui avons fait passer un détecteur de mensonges. Est-ce que c'est vrai que vous accompagnez les clients jusqu'à la vente? Ah ben oui. De l'annonce à la vente, on est là. On donne même des conseils pour la négociation. Et vous aidez beaucoup de gens? Ah oui. Puis chaque vente est différente. Donc, il n'y a pas de formule toute faite? Faudrait pas. Ça dépend toujours du marché puis de la maison. OK, donc, vous avez une bonne capacité d'adaptation. Disons que je suis habituée de me virer de bord sur cette scène. Duproprio, vous serez vendu. Ça, c'est vrai. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau.
Alors Mathieu, t'es trop jeune pour avoir un souvenir de ça, mais il y avait à la télévision, lorsque j'étais jeune, un quiz qui s'intitulait Ni oui ni non. Alors t'avais un invité, et là tu posais des questions à l'invité, il pouvait pas dire ni oui ni non, ok? Il fallait qu'il réponde, puis évidemment, plus les questions allaient vite, à un moment donné, il s'enfargeait, puis il disait oui, il perdait. Bon. Alors là, il y a l'équivalent de ce jeu-là à l'Assemblée nationale, c'est il faut que tu fasses dire racisme systémique à François Legault, puis s'il dit c'est un peu bizarre. Non, mais c'est insupportable, en fait. C'est la campagne de harcèlement médiatique, politico-médiatique, relancée contre François Legault par un double axe. Il y a l'axe du PLQS, donc d'un côté Dominique Anglade, de l'autre, qui instrumentalise la mort de Joyce Echaquan, la commémoration, pour chercher à enfoncer la théorie du racisme systémique dans la gorge du gouvernement. Il y a Manon Massé, qui a dit que, en tant que personne blanche d'ailleurs, elle voulait pas imposer tel ou tel concept. Donc, en gros, Madame racialise selon la couleur de peau qu'on a le droit de dire quelque chose ou non. Et ensuite, une partie importante du commentariat du système médiatique, des journalistes, des animateurs, qui considèrent que c'est une forme de devoir fondamental de harceler le gouvernement pour lui demander à quel moment il va se soumettre finalement. C'est pas parce que reconnaître la théorie du racisme systémique, c'est pas reconnaître que 2 + 2 = 4. C'est pas reconnaître que la Terre est ronde. C'est se soumettre à une théorie qui a des conséquences politiques, des conséquences pratiques très significatives. Mais j'ai l'impression que soit on a d'un côté des gens qui savent pas de quoi ils parlent, faut jamais sous-estimer le rôle des médiocres dans la vie politique, mais il y a aussi ceux qui, par ailleurs, mènent ouvertement de guerre idéologique. Et François Legault est bien seul dans tout cela, je trouve, à refuser de capituler devant ça. Et j'ajoute une chose, ce qui est encore plus fou en ce moment, c'est l'espèce d'effet d'amalgame entre, d'un côté, la question des Autochtones, qui est une question à part entière, qui relève du racisme d'État, de l'apartheid d'État fédéral, de l'apartheid canadien, et de l'autre côté, l'instrumentalisation de la question autochtone pour justifier la théorie du racisme systémique qui réfère à toute autre chose, qui est bancale, qui ne tient pas intellectuellement et qui intimide ceux qui ont peur de ne pas avoir l'air du bon côté puis qui donc s'y rallient. Mais j'espère que le premier ministre va tenir, j'espère que le Parti québécois va continuer à tenir aussi, j'espère que le grand Parti bleu au Québec va tenir devant cette théorie-là parce qu'elle est toxique, elle est antidémocratique, elle n'a aucune valeur intellectuelle et scientifique et pourtant apparemment il faudrait se coucher devant elle. Racisme systémique, c'est une expression qui est un mot plombé, un peu comme islamophobie, qui a été inventé, ce nom-là, parce que ça a des connotations particulières. Lorsqu'on dit racisme systémique, c'est pas 2 mots innocents pris au hasard comme ça dans le dictionnaire qu'on a mis ensemble. Ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire, je sais pas si je suis dans la théorie du complot, mais moi j'ai l'impression que si le jour où il va dire oui, il y a du racisme systémique, tout de suite la loi 21 va passer à la trappe. C'est dans la définition même de cette théorie. La théorie du racisme systémique, il faut le redire, ça consiste à postuler que toute forme de disparité statistique entre les groupes identifiés par la bureaucratie militante de la diversité, entre guillemets, doit être interprétée comme une manifestation de racisme systémique. Bon, ça part de loin. Ensuite, les effets disparates d'une loi sur différents groupes, identifiés encore une fois par les différents groupes militants, universitaires et tout ça, eh bien, on va juger qu'elle est raciste systémique. Et puis, on peut pousser ça encore plus loin. Donc, on est devant une espèce de théorie qui, dans les faits, fait le procès de toute norme commune, des règles libérales, de la norme nationale, de la culture commune, de la laïcité, de la loi 101. Il faut, soit dit en passant, le Conseil interculturel de Montréal a dit que pour lutter contre le racisme systémique, il fallait assouplir la loi 101, l'affaiblir, donc c'est quand même pas mal. Donc là, on est devant cette logique-là. Et là, moi, je vois que des militants enragés pour le racisme systémique, pour cette théorie-là, nous cherchent à nous l'enfoncer dans la gorge, ça fait partie du jeu. Ce qui m'énerve, moi, c'est quand des gens de qualité, des gens intellectuellement construits, des gens qui sont capables de raisonner et qui se couchent devant cette théorie, soit parce qu'ils ont peur du prix à payer s'ils ne se couchent pas devant elle, soit parce qu'il y a une forme de paresse intellectuelle qui les amène à se rallier à ce qu'ils croient être la nouvelle étape dans l'évolution de la société. Et ils sous-estiment l'effet des théories qu'on adopte. Quand on adopte une théorie, en politique, ça a des effets dans des politiques publiques, ça a des effets dans des règlements gouvernementaux, ça a des effets dans des règlements juridiques. Cette théorie-là, c'est l'instrument par lequel le multiculturalisme canadien, chez nous, va véritablement parachever son travail de déconstruction de la nation. C'est la base par laquelle le wokisme peut s'institutionnaliser une fois pour toutes.
il faut tenir tête à tout cela. Et encore une fois, François Legault, moi, la question que je me pose, c'est qu'il au fond de lui-même, il sent que ça n'a aucun sens. J'aimerais qu'il sache désormais intellectuellement pourquoi il s'y oppose pleinement et qu'il contre-attaque. On n'est plus à l'heure de la défense, on est à l'heure de la contre-attaque. Il serait nécessaire que la CAQ fasse ça. Moi, j'ai peur qu'il cède, hein. J'ai peur qu'il craque parce que il faut le dire, là. On fait un chantage moral et émotif, là, M. Legault. C'est-à-dire que s'il ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique, c'est qu'il il reconnaît pas qu'il y a du racisme au Québec. Donc, il est raciste lui-même. C'est ça. C'est grave, les accusations qu'on lui fait. Et là, on lui dit, si tu ne reconnais pas, si tu dis pas le mot racisme systémique, vous êtes raciste. Et t'imagines, à la place de M. Legault, c'est pas évident de subir cette pression-là, ce chantage-là. Et c'est du chantage idéologique. Puis là, ensuite, on en a certains, on a des commentateurs qui vont nous dire c'est parce qu'il veut pas choquer sa base. Bon, premièrement, sa base, dans ce cas-là, c'est à peu près 70% des Québécois qui sont pas d'accord avec ce qu'il dit là. Mais c'est pas qu'une question de pas choquer sa base aussi ou ça. C'est qu'on peut supposer qu'on peut s'y opposer en soi. On peut trouver que ça n'a pas de sens. On peut trouver que ce n'est pas valable intellectuellement. Et il y a toujours cette idée que qui s'oppose à cette théorie le ferait pour de mauvaises raisons. Non, c'est une théorie bancale, c'est une théorie empoisonnée. Et ça, moi, je trouve qu'on devrait... puis en plus, j'ajoute une chose, quand on nous dit que le débat se poursuit, c'est-à-dire que dans leur esprit, il se poursuit tant que le gouvernement ne capitule pas. Puis quand le gouvernement aura capitulé, là, le débat sera terminé. Non! Le débat doit se terminer sur ça maintenant. Dans la position, à la rigueur, qu'un parti décide de placer ça en son cœur, se fasse aider et puis l'impose. Mais pour l'instant, je pense qu'on est devant une forme, comme je dis, de campagne de harcèlement qui ne dit pas son nom et qui se présente sous le signe d'une inquisition démocratique. Non! C'est quand même une volonté de casser, d'humilier. C'est du chantage affectif, c'est du chantage idéologique. Et quand Mme Massé, j'y reviens, nous dit qu'en tant que personne blanche, on n'a pas à s'opposer à cette théorie-là. Mais c'est quoi cette obsession raciale? Ben oui. Moi qui croyais que QS était un parti qui voulait antiraciste, eh ben non, pour QS, selon la couleur de peau qu'on a, on peut dire des choses ou non. Mme Massé devrait se demander. C'est quoi cette idée-là de racialiser des appartenances comme ça? J'espérais autre chose de QS, ou peut-être ne dois-je pas espérer ça, non? On voulait finalement, tu sais, que lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ce qu'on tente de faire avec les lois 96 et 21. Là. On a essayé de les attaquer de front, on peut pas. Donc, elles sont protégées par la clause dérogatoire, blablabla. On peut pas s'en débarrasser. Donc, on va essayer de dire qu'elles sont immorales et racistes. Non, mais la clause dérogatoire, là, moi, j'entends dire que c'est pour protéger contre les effets discriminatoires. Non, c'est simplement rappeler le primat du Parlement sur le gouvernement des juges. Il fut un temps où la démocratie, c'était que les parlements, donc les élus, pesaient davantage que les juges idéologues et militants. Bon, aujourd'hui, on nous dit, il faut que les gouvernements évoluent dans les paramètres fixés par des juges qui interprètent à la manière d'un texte sacré des chartes dont l'Empire ne cesse de s'étendre. Un instant, en démocratie, est-ce que j'en sais, les élus ont un rôle fondamental, puis ils fixent les règles de l'existence collective, ils font les choix que nous avons comme peuple. Alors, non, moi, je trouve qu'on est empêtré en ce moment dans un mauvais débat. On est entraîné dans une dynamique mauvaise. Et je suis comme toi, je crains qu'à un moment donné, le gouvernement ne craque ou cède. Mais François Legault a quand même une force de caractère bien réelle. Je suis d'accord avec ce que tu dis, tout à fait, qu'il faut qu'il explique pourquoi il dit non. Il faut qu'il le dise, parce que là, il a l'air à nier. C'est ça qu'on dit, là. C'est ça qu'on tente de lui faire dire, qu'il nie l'existence du racisme au Québec. Alors, il va falloir qu'il explique sa vision. Non, puis moi, je pousserais ça plus loin. Je commence à me dire quelquefois, il y a au Québec, il y a le parti, le parti rouge-orange, là, c'est le PSQ, PLQS, là. Puis il y a le grand parti bleu, c'est le PQ et la CAQ. Un des meilleurs textes qui est paru contre la théorie du racisme systémique, c'est il y a 1 an et demi, je crois, pendant la chefferie péquiste. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait un texte, là, mais vraiment d'une très grande qualité. J'ai l'impression que le grand parti bleu est divisé en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, on a la CAQ dans la posture défensive, qui est nécessaire, puis la posture intellectuellement offensive se trouve au Parti québécois, version Plamondon. Et j'ai quelquefois le fantasme de voir ces gens-là se rassembler, se réunir dans un grand parti bleu qui serait capable, justement, donc, intégrant une frange souverainiste, tout en sachant que
qu'on n'en est pas exactement là où on pourrait y arriver, et puis renonçant au fédéralisme ultra de certains caquistes pour être capable de faire une contre-offensive. Puis quand le temps viendra, moi je pense que ça nous conduira à l'indépendance. Mais ce qui est certain, c'est que d'un côté, on a Legault qui tient tête avec courage, de l'autre côté, on a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un peu, qu'on voit moins ces temps-ci, mais qui a mené une bataille intellectuellement construite contre ce concept-là, qui a expliqué pourquoi ça n'avait pas de sens. On m'a rapporté que chez certains caquistes, on disait ce texte-là, celui auquel je fais référence, c'est celui qu'on aurait dû pondre nous-mêmes. Ah, ouais. Ouais, ça c'est quand même quelque chose. Donc, c'est une conversation dont je fais écho sans dire de qui ça vient, évidemment. Donc, ça, moi, je vois ça, je me dis, on est devant il y a des gens qui vont devoir s'unir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas de quelle manière, parce que sinon, on est véritablement, le nationalisme québécois est assiégé par le régime canadien, par les médias, par les fédéralistes ultra, par la mouvance woke. Et là, mais on est majoritaire dans la population, très majoritaire. Il va falloir que ça se traduise politiquement et qu'on soit capable de reprendre l'offensive et pas simplement tenir nos positions. Et il va falloir appuyer François Legault publiquement aussi là-dedans. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci, à demain, salut. Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postcanada.ca/MEG par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postcanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent. Rain-X Ultra Clair, le lave-glace numéro 1 au Canada, avec une technologie qui repousse l'eau et améliore la visibilité. Rain-X Ultra Clair permet la formation de plus grosses gouttes d'eau qui se dispersent facilement pour repousser la pluie, la neige et le grésil. Parce que votre sécurité nous tient à cœur. Rain-X Ultra Clair. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, je parle à la nouvelle coqueluche des Français, c'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Le Point qui a consacré un texte à Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Hello. Hey, ça va bien, hein? Quand même. Oui, ça va. En fait, c'est un portrait très, très aimable dans Le Point, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des portraits moins aimables qui suivront. Ça fait partie du jeu. Mais je suis heureux que le premier à apparaître ces jours-ci, mais favorable. Oui, j'ai entendu entre les branches qu'il y a un portrait peut-être moins favorable qui est en préparation en France sur toi. On s'en reparlera s'il n'est jamais publié. Écoute, Mathieu, tu veux parler d'intimidation idéologique. Est-ce que selon toi, notre premier ministre François Legault est victime d'intimidation idéologique? Oui, moi, ça me frappe ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, il y a... autour de cette semaine qui est celle du retour à la théorie du racisme systémique, ce qui me frappe, c'est à quel point quand tout le système médiatique s'y met pour véritablement, et les pouvoirs plus largement, s'y mettent pour faire de ce principe la reconnaissance de cette théorie, la condition de notre humanité, de notre respectabilité sociale. Et là, donc, on a même aujourd'hui une procureure dont le nom m'échappe qui a géré l'affaire Joyce Echaquan. Sa première recommandation, c'est reconnaître le racisme systémique. Non, c'est pas améliorer les pratiques à l'hôpital de Joliette. Non. Il faut qu'elle frappe. Donc, on voit la dimension idéologique de la chose. Et c'est une campagne d'intimidation idéologique, c'est une campagne de harcèlement idéologique et médiatique. Mais moi, devant cela, j'ai l'impression que François Legault aurait avantage, et on en parlait hier, à ne pas se contenter de faire le dos rond, ne pas se contenter de dire non. Il doit contre-attaquer. Et contre-attaquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces ministres doivent, et lui-même, doivent expliquer pourquoi ils refusent cette théorie-là. Pas se contenter de dire c'est d'une guerre sémantique, pas se contenter de dire non plus on attaque les Québécois.
montrer pourquoi c'est une théorie qui est bancale, qui n'a aucune crédibilité intellectuelle, aucune crédibilité scientifique, et qui est par ailleurs politiquement toxique et idéologiquement empoisonnée. Et ça nous amène à une question de fond. C'est que trop souvent, ceux qu'on appellera au sens large les nationalistes, les conservateurs, je sais pas comment les appeler exactement, les étiquettes sont nombreuses, comment ils ont l'habitude finalement ils savent résister, mais ils savent pas contre-attaquer. Puis la contre-attaque, pour moi, ça vient d'abord et avant tout dans le fait de prendre au sérieux la définition que donnent nos adversaires. Il faut aller les lire. Il faut ensuite décrypter leur vocabulaire. Ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important dans le monde qui est le nôtre que de décrypter le vocabulaire utilisé parce qu'il est faussement neutre, il est véritablement idéologique, il porte un programme, il porte une vision du monde, mais il se présente comme neutre et objectif. Ensuite, il faut refuser d'évoluer, je crois, dans les termes du débat qu'on nous impose de l'extérieur, comme si on était obligé d'accepter le mauvais rôle qui nous était réservé. Et quand un journaliste se permet de questionner un homme politique à la manière d'un procureur ou d'un inquisiteur, eh bien, l'homme politique est en droit de répondre. Il est en droit de dire, vous savez que votre question est biaisée. Vous savez que votre question est formulée vous n'êtes pas en train de faire le travail de journaliste, vous êtes en train de faire le travail de militant. Et si on était capable, justement, de ne pas accepter les termes du débat qui nous sont proposés, de dire aux journalistes quand ils sont des militants qu'ils se comportent comme des militants, leur dire votre discours, c'est pas une question, c'est un propos qui porte une vision, qui milite, qui idéologise, et là, ça équilibrerait un peu les choses. Mais pour l'instant, Legault est dans la position de l'assiéger, et tout le système lui tombe dessus ensuite, il va devoir être capable de contre-attaquer, puis ça exige la prochaine étape, et on dirait qu'il n'est pas capable de passer le cap. Mais la coroner qui dit, là, il faut accepter, il faut dire qu'il existe du racisme systémique dans le système de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hôpitaux, il y a un mot d'ordre dans les hôpitaux, c'est-à-dire il faut maltraiter les Autochtones qui se présentent à l'hôpital. Voyons donc. Non, mais on est dans cette espèce de logique absurde où, par exemple, s'il y a de l'incompréhension, ça arrive, les différences culturelles créent de l'incompréhension, ça va être interprété comme une manifestation de racisme. Si il y a des tensions, s'il y a des disparités statistiques, ça va être interprété comme une manifestation de racisme systémique. En plus, il ne faut pas oublier que la procureure en question, pendant les démarches au conjoint de son rapport, elle était elle-même très militante, très, très cassante. Et puis en plus, elle parle comme un confesseur, hein, c'est-à-dire il n'y a pas assez de repentir chez les uns et chez les autres. C'est un instant. Qu'il y ait eu, c'est ça, faut le redire, hein, qu'il y ait eu à Joliette autour de Mme Echaquan, une scène où il y avait du racisme individuel, grossier, brutal, honteux. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Qui le contestera? Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Et là, il va falloir que nos autorités qui refusent de céder à cette théorie prennent justement la peine de distinguer. Il y a des actes racistes, et de ce point de vue, il y en a dans toutes les communautés, et toutes les communautés en sont victimes. Hein, le racisme, de ce point de vue, appartient à tous les groupes humains. Il y a du racisme d'État. Ça, c'est la loi fédérale sur les Indiens, qui est un apartheid canadien qui doit être dénoncé comme tel sans la moindre nuance. Mais pour le reste, le concept de racisme systémique ne sert pas à décrire adéquatement ce qui se passe dans notre société. Puis ce qui me frappe, c'est que tout le monde le sait à peu près, mais rares sont ceux qui prennent le temps nécessaire de la théorisation, de la conceptualisation, puis on se retrouve donc avec des universitaires militants qui passent pour des experts qui imposent ce concept, des journalistes qui font semblant d'être des journalistes et qui, dans les faits, sont des inquisiteurs qui imposent ce concept, puis un pouvoir politique qui se contente de dire non, mais qui n'est pas capable de contre-attaquer. Mais tu sais, excuse-moi, Mathieu, là, quand il y a des francophones qui vont à l'hôpital général juif, par exemple, puis qui ont de la difficulté à se faire servir, à se faire soigner dans leur langue, OK, ça arrive, là. C'est arrivé à ma blonde, mais c'est arrivé à plein d'autres personnes. Quand, lors d'un débat national coast to coast, il y a une question qui est approuvée par le comité organisateur, formé de journalistes, qui affirme que les Québécois sont racistes, est-ce qu'on peut parler de racisme systémique au Canada envers les Québécois francophones? À un moment donné, là, tu sais, c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou? Justement pas. Dans cette théorie, oublie jamais, et ça on revient à Robin DiAngelo, le racisme, ce n'est pas un discours, une intention, c'est un système de pouvoir à l'avantage d'un groupe dominant par rapport au groupe racisé, comme il dit. Donc, on se retrouve dans cette théorie que le blanc ne peut être que raciste, même s'il n'est pas individuellement, il participe à un système qui institue
institutionnalise des avantages sur la base de sa couleur de peau, qui fait qu'il profite des avantages du racisme, même s'il n'est pas individuellement raciste. Privilège blanc, racisme systémique. Puis de l'autre côté, si vous avez une personne issue des minorités, mais qui est explicitement raciste, j'aime pas les blancs, ça arrive, on l'entend quand même assez souvent, et si vous vous intéressez un peu au rap là-dessus, j'aime pas les blancs, j'aime pas ci, j'aime pas ça, eh bien, c'est pas du racisme néanmoins, parce qu'il est inscrit dans un rapport de pouvoir défavorable, donc le minoritaire ne peut pas être raciste structurellement. Même si individuellement il y a des préjugés raciaux, on va dire que c'est pas du racisme. Ça, c'est dit comme tel. Quand on s'intéresse à ces travaux-là, on nous le dit. Il y a peut-être des préjugés raciaux, mais c'est des préjugés d'autodéfense dans un système qui le condamne à avoir des préjugés raciaux pour se défendre contre la majorité raciste. Quand on évolue dans ce système-là, c'est tout simplement plus possible de penser rationnellement la société. Donc, je le redis, il y a un travail essentiel de déconstruction de tout ce vocabulaire-là. Et ensuite, il faut nommer les choses, les situations une par une. S'il y a, par exemple, comme je dis, la question des Autochtones, est-ce qu'ils sont victimes de racisme d'État au Canada? Sans le moindre doute. Est-ce que Mme Echaquan a été victime de racisme individuel? Évidemment. Est-ce que, par ailleurs, quand la police poursuit des gangs de rue, est-ce que c'est du racisme systémique, comme certains nous le disent? Quand la police s'oppose aux armes à feu à Montréal, il y a l'universitaire dont le nom m'échappe en ce moment qui a dit que la lutte contre les armes à feu à Montréal, c'était une lutte qui était codée par le racisme anti-noir. Ben voyons. Non, mais c'est un universitaire, là. Un expert, un scholar, un PhD. Donc, alors ça, un scientifique. Ça, là, on le voit, là, où mène cette notion. Donc, il faut voir à quel point là, la notion de racisme systémique se fait en sorte, soit de temps passant, parce que là, on voit du racisme partout, de la discrimination partout, du profilage partout. Montréal, on a des policiers qui de plus en plus pratiquent le désengagement policier, c'est-à-dire de peur de se faire traiter de raciste qui interviennent dans tel ou tel quartier, ils détournent le regard. Et qui en paie le prix? Les gens qui habitent ces quartiers. Donc, on se retrouve dans cette situation où ce concept-là, non seulement entraîne, on le sait, le procès de la loi 101, de la loi 21, mais entraîne ensuite, engendre des conditions favorables à l'insécurité pour des populations, parce que la police ne peut plus faire son travail, parce qu'elle va se faire accuser de racisme, sinon, pour pas se faire accuser de racisme anti-noir, par exemple, sur la question des gangs de rue. C'est absurde. Quand on combat la mafia, c'est pas du racisme anti-italien. Quand on se battait contre les Hells Angels, les nomades, tout ça, c'était pas du racisme anti-canadien-français. Quand on se bat contre les gangs de rue, c'est pas du racisme anti-noir. Puis le jour où on se bat contre puis là, on peut multiplier les groupes comme ça. Si on se bat contre les triades chinoises, ben c'est pas du racisme anti-chinois. Mais cette logique-là nous conduit en dernière instance à avoir du racisme partout. Et on n'en sort pas. Tout à fait, mais ça va être difficile pour François Legault, hein, parce que premièrement, c'était des militants, après ça, c'était des politiciens en chambre qui lui demandaient ça. Là, c'est rendu, ce sont des coronaires, des gens de pouvoir, la pression, elle est très forte et ça va être dur pour lui de ne pas craquer. Écoute, en terminant, qui tu reçois à ton émission CNews ce week-end, demain? Je reçois Stéphanie Rosa, qui a écrit un livre passionnant sur la gauche et les Lumières. Pourquoi la gauche a renoncé aux Lumières? Elle-même, c'est une femme de gauche, c'est une socialiste, et elle se désole de voir la gauche embrasser le décolonialisme, et puis l'indigénisme, et puis les idéologies identitaires, plutôt que d'assumer l'héritage de l'universel. Donc, je la reçois demain avec grand bonheur. Et je précise que dimanche, au grand rendez-vous, on reçoit, moi, Sonia Mabrouk et Nicolas Barré, le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Je recevrai un communiste, et pour reprendre cette formule, je crois qu'il est dans X13, je ne l'applique pas à ce monsieur, mais j'adore cette réplique. Comment peut-on être tellement belle comment peut-on être aussi belle et tellement communiste? C'est quand même magnifique. Je vais rencontrer un candidat communiste à la présidentielle. Il y a là-dedans quelque chose qui me touche. Seulement en France, il y a encore des candidats communistes. Merci beaucoup. Bon week-end et bonne émission demain. Bye, Salut bye. Mathieu. Bye. Ce balado vous est offert par Poste Canada. Faites-en plus en octobre grâce à la promo Mardi d'expédition gratuite et vous pourriez gagner l'expédition gratuite de vos colis pendant 1 an pour votre entreprise. Expédiez gratuitement un colis au Canada chaque mardi d'octobre et les membres du programme Solutions pour petites entreprises de Poste Canada courent la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en frais d'expédition. Visitez postecanada.ca/MEG. Des conditions s'appliquent.